chers compatriotes, l'heure est grave. Nouvelle session d'information sur Canal Studio Satellitaire. Madame, Messieurs, bienvenue. Voici les principaux titres. La réouverture des frontières de Lufou est vivement saluée par la population congolaise. La lutte contre la torture en République démocratique du Congo a été au centre d'une table ronde organisée au ministère des Droits humains. Réaménagement des commandants à la tête des opérations au Nord Kivu. Ouvrons ce journal par cet tête-à-tête qui a eu le mercredi dernier à Luanda, en Angola, entre le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue Paul Kagame, sous la médiation du président angolais Joao Lourenço. De cet tête-à-tête, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi a obtenu le cessez-le-feu et le retrait immédiat des troupes du M23 sur les sols congolais. Suivez ces récits signés par Ketia Lelo. Le sommet de Luanda s'est achevé ce mercredi 6 juillet 2022 en début d'après-midi par un point de presse de 3 présidents. L'objectif est d'aider à restaurer la confiance entre les deux pays voisins. La tripartite a décidé d'un processus de désescalade entre la RDC et le Rwanda. Cet objectif se fera graduellement via une feuille de route dite de Luanda axée sur la relance de la commission mixte RDC-Rwanda qui ne s'était plus réunie depuis plusieurs années. Ce que je peux dire à propos du contenu de la réunion de ce jour est que de part et d'autre, il y a eu en tout cas l'intention manifeste d'avancer et de mettre fin à cette crise. Comme l'a dit le président Lourenço, il s'agit de rétablir la confiance entre nos deux pays et surtout nos deux peuples. Une confiance qui a malheureusement été rompue alors que, à mon sens, tout allait bien dans la voie de la normalisation entre nos deux pays. Je m'étais entrepris, en tout cas, de tirer un trait sur le passé dès mon arrivée à la tête de la République démocratique du Congo pour envoyer un signal fort non seulement au Rwanda seul, mais à tous nos voisins, à toute la région, de mon intention d'avoir des relations désormais tournées vers des échanges profitables à nos pays, à nos populations, et de regarder plutôt vers le développement de cette région qui, à mon sens, est l'une des plus riches d'Afrique, plutôt que de verser dans des tensions inutiles comme on a pu l'observer dans le passé. En mon pouvoir pour faire avancer la situation, sortir mes compatriotes de cet enfer qui dure déjà depuis une vingtaine d'années. Lequel enfer a été encore aggravé par cette situation regrettable du M23, un groupe armé qui pourtant était déjà en discussion avec nous à Nairobi, mais dont le comportement est totalement inexplicable, car je ne peux pas comprendre que des gens qui ont une revendication et dont l'interlocuteur est à disposition pour écouter leurs revendications puissent à nouveau reprendre des armes, comme pour exercer une sorte de chantage ou de pression. Donc j'espère vraiment et j'attends de ce processus qu'il apporte le cessez-le-feu immédiat et le retrait de ce groupe du M23, en attendant évidemment que l'on mette en marche la feuille de route qui amènera un processus de paix, de stabilité et de confiance. Cette commission va tenir sa première rencontre le 12 juillet prochain à Luanda, en Angola.
La feuille de route stipule notamment une volonté de normalisation des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali. Elle prévoit aussi la cessation immédiate des hostilités et le retrait immédiat et sans condition du M23 et de ses positions en RDC. On note également que la feuille de route stipule le retour dans leur pays d'origine des réfugiés et aussi le texte précise que toute exploitation des ressources naturelles dans la région doit se faire dans le strict respect de la souveraineté des États. Rentrons au pays où le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, lui, a clôturé officiellement les travaux de la commission mixte technique qui est chargée donc de la gestion de la consommation d'eau et d'électricité des instances officielles et ayant droit. Ceci était au ministère de portefeuille. Suivez ces reportages de Clarisse Leta. Clôturant officiellement le travaux de la 4e phase de la commission technique mixte chargée de la réforme du mode de gestion des consommations d'eau et d'électricité des instances officielles, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a d'entrée de jeu félicité la ministre d'État en charge du portefeuille ainsi que tous les membres de la commission pour le travail de qualité abattu avant de saluer la pertinence des recommandations formulées par cette commission technique mixte. Ces recommandations rencontrent la vision du peuple d'abord, prônée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Je tiens à féliciter Madame la ministre d'État, ministre du portefeuille, ainsi que les membres de la commission pour le travail abattu, lequel s'est fait en conformité avec la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien avant l'allocution de la clôture du chef du gouvernement, la ministre d'État, ministre du portefeuille Adel Kaïnda, a dans son mot de circonstance noté avec satisfaction la nécessité et l'urgence de la signature de l'arrêté ministériel devant déterminer le critère d'éligibilité à la prise en charge par le Trésor public de consommation d'eau et d'électricité. En cet heureux événement de ce jour, je me dois de saluer particulièrement la franche collaboration entretenue avec mon collègue, Son Excellence, Monsieur le ministre d'État en charge du budget, pour son implication personnelle dans la concrétisation de cette phase de travaux de la commission technique mixte, en dépêchant une forte délégation de plus proches collaborateurs. Notons que la ministre d'État a remercié le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui n'a pas hésité un seul instant d'accepter de présider personnellement la cérémonie de clôture officielle de travaux de la commission technique mixte malgré ses multiples et lourdes charges d'État. Toujours à la primature, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a accordé ce mercredi même une audience à la délégation de Citibank conduite par son directeur manager Hakim Daoud, qui était venu dire au chef du gouvernement congolais la détermination de son institution bancaire à pouvoir contribuer efficacement au développement de l'économie de la République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, Clarisse Leta revient sur cet élément. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience ce mercredi 6 juillet 2022 à la primature la délégation de Citibank, conduite auprès du chef du gouvernement par son manager-directeur Hakim Daoud. Cette délégation est venue faire part au Premier ministre de l'engagement de cette institution financière de continuer à soutenir l'économie de la République démocratique du Congo. This really was a courtesy call by me visiting. En fait, il est venu, c'était une visite de courtoisie et pour féliciter le gouvernement et le Premier ministre de tout le travail qui est fait et que le progrès qu'il voit depuis 2019 est très très important en fait. Mais également de préciser notre engagement ici, Citi, en RDC, puisqu'on est là depuis 51 ans. Pour rappel, Citibank est établie en République démocratique du Congo depuis 1971. Cette institution financière évolue dans le domaine tels que le financement du commerce, la trésorerie, le financement des entreprises, mais aussi les financements des investissements dans les principales industries, dont l'industrie minière et de la fabrication. Au ministère,
Au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, le ministre des tutelles Moïndo Nzangi, lui, a effectué une visite d'inspection à l'Université pédagogique nationale UPN pour voir l'évolution des travaux en cours d'exécution. Grace Kabissa était dans sa délégation. Suivez. Dans le but de s'imprégner de l'évolution des travaux de construction et de modernisation de l'Université pédagogique nationale, UPN en sigle, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, a effectué une visite surprise au chantier ce mercredi 6 juillet 2022 à 22h. Son Excellence Moïndo Nzangi Butondo a été émerveillé de l'évolution des travaux et de l'engagement des travailleurs. Le patron de l'ESU a encouragé ces travailleurs rencontrés en plein travail et a réitéré la détermination du chef de l'État d'achever ses travaux dans les délais car tous les moyens financiers sont réunis. Au ministère des Hydrocarbures, le ministre Didier Boudimbo, lui, a accordé une audience au diplomate nigérien qui est venu apporter son expertise dans l'appel d'offres qui s'apprête à lancer le ministère du Gaz et du Pétrole le 28 et le 29 juillet du mois courant. Suivez ces reportages de Grace Kabissa. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, a reçu ce mercredi 6 juillet 2022 dans son cabinet de travail le diplomate nigérian. Il était question de l'appel d'offres des 16 blocs pétroliers et 3 gaziers que son ministère s'apprête à lancer ce 28 et 29 juillet 2022. Au sortir de cette rencontre, le diplomate nigérian a réaffirmé la volonté de son pays à accompagner la République démocratique du Congo dans ses processus d'attribution des blocs pétroliers riches d'une expérience qui a porté ses fruits. My reason of visiting the Minister of Hydrocarbon is for... La raison de mon venue était pour discuter avec le ministre concernant le bloc pétrolier, parce que l'autre fois je lui ai vu, il avait parlé sur le bloc pétrolier. Alors je suis venu pour avoir plus d'informations parce que le Nigeria comme pays a tant d'expérience dans ce domaine-là. Alors on est venu pour voir comment on peut travailler, avoir une coopération et aussi inviter des investisseurs au Nigeria sur base d'une coopération. D'ailleurs c'est la raison de notre venue et on a aussi constaté l'enthousiasme du ministre. Alors c'est la raison pour laquelle on est ici pour inviter les compagnies nigériennes pour travailler dans cette perspective-là, mais également non seulement les investisseurs, mais aussi des hommes d'affaires de privés nigérians qui peuvent être intéressés dans ce domaine-là. Rappelons que le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, tient fermement à la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant la consolidation de la coopération interafricaine. Lutte contre la torture en République démocratique du Congo, c'est l'essentiel de la table ronde organisée par le ministère des Droits humains en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies. Suivez ces reportages de Naomi Mukongo. La lutte contre la torture en RDC a été au centre d'une table ronde organisée ce mercredi 6 juillet 2022 à Kinshasa. Ces travaux se sont déroulés sous la houlette du ministère des Droits humains en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Le parti prenante notamment des responsables de l'institution nationale, chefs des agences des Nations Unies et membres de la société civile ont cogité sur les stratégies à adopter pour réduire l'impact de ces fléaux. Notons que 15 cas de torture ont été enregistrés à Kinshasa et dans les provinces de la RDC au cours de l'année 2021 jusqu'à ces jours. Ces chiffres est le résultat d'un monitoring effectué par les organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme, à savoir l'Alliance pour l'universalité et des droits fondamentaux, l'Action contre la torture, avec la participation des membres du réseau de protection des défenseurs de l'homme. Sur ce, pour remédier à ces fléaux, les organes non gouvernementaux du droit de l'homme ont recommandé l'humanisation des services de sécurité, notamment l'ANER, ainsi que les poursuites contre les responsables des actes de torture, menaces de mort au téléphone, détention illégale. Aux autorités politiques, ils ont plaidé pour la modification de la loi criminalisant la torture et pour la prévention. Elles ont demandé à la population de dénoncer ces actes tout en encourageant les défenseurs des droits humains de continuer à protéger les victimes. Et l'Agence pour la prévention et la lutte contre la corruption, elle, a organisé une conférence de presse dans la salle mythique de l'hôtel Memling pour faire l'évaluation de ces 2 ans d'existence. Et Rémi Mbouyi était sur place pour les comptes des Canal Studio satellitaires. Suivez.
C'est au cours d'une conférence de presse dans le cadre des 2 ans d'existence de l'Agence de prévention de lutte contre la corruption. Le coordonnateur national, Thierry Mboula-Moko, accompagné de coordonnateurs adjoints, a dressé un bilan des activités déjà réalisées par cette organisation. Il a par ailleurs souligné que la création de cette agence était la volonté du chef de l'État de lutter contre la corruption en RDC. La création de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption est la manifestation directe de la volonté du président de la République de lutter contre la corruption. Il ne s'est pas limité au discours, il est passé à l'action. Il a pris une ordonnance qui a créé cette agence et ça fait 2 ans que cette agence existe. Aujourd'hui, nous avons pu vous faire un bilan des actions de l'agence. Nous avons présenté les principales missions, n'est-ce pas, qui sont celles de définir et de mettre en œuvre toutes les actions, tous les programmes en lien avec la détection, la prévention et la lutte contre la corruption. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment l'annoncer solennellement, nous l'avons dit, un dispositif de dénonciation. Chaque Congolais, à n'importe quel coin de la République démocratique du Congo, peut aujourd'hui, en un clic, www.aplc.cd, accéder à notre formulaire de dénonciation. Concernant le dossier avec la Direction générale des recettes de Kinshasa, le coordonnateur adjoint Michel Victor Lessay a indiqué que l'affaire se trouve déjà au parquet général de Kinshasa Matete. Dans le cadre des investigations, il est apparu des écarts de chiffres. Ça veut dire de contradictions dans les chiffres avancés, les chiffres de recettes avancés dans les déclarations de personnes qui ont été convoquées. La PLC a considéré que c'était là des indices sérieux pour qu'on puisse construire un dossier autour de ces déclarations-là. Et donc on a ficelé le dossier et on a estimé qu'il y avait nécessité de pouvoir communiquer ces dossiers-là pour la poursuite de l'enquête à la justice. Présentement, le dossier se trouve au parquet général de Kinshasa Matete. Alors, s'agissant d'une affaire qui est pendante devant la justice, nous avons pour principe de ne pas commenter. Rappelons que l'Agence de prévention de lutte contre la corruption a mis à la disposition de la population congolaise un site web leur permettant de dénoncer tout acte d'anti-valeur. À la PLC, c'est la culture de l'intégrité. Et au Nord Kivu et en Ituri, des réaménagements ont été faits à la tête du commandement des opérations. Cette décision a été rendue publique à travers un télégramme signé par le chef d'état-major général, sur instruction du chef d'état congolais et commandant suprême des forces armées congolaises, Félix-Antoine Tshisekedi. Ketsalelo, encore une fois de plus, signe ces récits. Les forces armées de la RDC ont procédé ce jeudi 7 juillet 2022 au réaménagement des commandants à la tête des opérations contre les groupes armés dans l'est du pays, selon un télégramme signé le 6 juillet par le général d'armée, chef d'état-major Célestin Mbala Moussessé. Le réaménagement des opérations a été décidé sur instruction du commandant suprême de l'armée, le président Félix-Antoine Tshisekedi, en vue de faciliter l'efficacité dans le commandement des opérations. Cela relance un débat sur l'importance du maintien de l'état de siège, car les militaires nommés à la suite de cette mesure exceptionnelle ne pourra désormais s'occuper que de la gestion politico-administrative. Notons que ce réaménagement vient donc trancher sur ce que certains politiques et acteurs de la société civile appelaient interférence dans la conduite des opérations contre les rebelles du M23 et d'autres groupes armés dans le Nord Kivu. Après 2 ans de fermeture, le marché frontalier de Lufu dans le territoire de Songololo a été réouvert et a repris ses activités, et quelques commerçants de Kinshasa ont donné de la voix quant à cette réouverture. Suivez, notre consoeur Jesha Koulou était sur terrain pour récolter ses avis. Le marché frontalier de Lufu, qui sépare la République démocratique du Congo à l'Angola à partir du territoire de Songololo, dans le Congo central, a officiellement repris ses activités mardi 5 juillet 2022, soit 2 ans après la fermeture à la suite des mesures restrictives liées à la pandémie Covid-19. Cette réouverture effectuée à l'issue d'une grande cérémonie à laquelle ont participé les ministres de l'Intérieur des 2 pays marque la relance des activités au marché transfrontalier de Lufu et la reprise de trafic de l'Angola via la
la République démocratique du Congo, vice-versa. Interrogés, quelques commerçants se disent satisfaits car cela permettra ainsi la circulation des articles sur le marché. On est content parce que nous tous on savait que sur le marché, le prix des produits avait vraiment augmenté. Parce que les frontières étaient fermées, il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas. Il y avait des gens même qui travaillaient de l'autre côté, mais ne pouvaient plus travailler parce que les frontières étaient fermées. En fait, avec l'OFO, moi je trouve que c'est mieux pour nous, des commerçantes. Là-bas, je bénéficiais plus qu'ici. Ici, on est là, travailler, je peux acheter même 2 sacs, 3 sacs même. Mais il y avait de trucs là, pas trop des intérêts dedans. C'est une bonne décision parce que ça a pris vraiment beaucoup de temps depuis l'avènement du Covid jusqu'à présent. Comme c'est depuis hier, c'est ouvert, donc c'est une très bonne chose. J'espère que ça va donner une solution au peuple congolais parce que les consommateurs des produits de première nécessité sont vraiment très inquiets depuis la fermeture de cette frontière. Mais comme c'est ouvert, là, c'est une chose à saluer. Les autorités de ces deux contrées demandent à la population d'en faire bon usage. En dehors de nos frontières, 300 détenus se sont évadés d'une prison d'Ori dans l'état d'Imo au Nigeria. Ceci suite aux explosifs jetés par des hommes soupçonnés d'appartenir au groupe Boko Haram. Jessica Nkulu, encore une fois de plus, signe ce récit. Plus de 600 prisonniers ont pris fuite au centre pénitentiaire d'Owen dans l'état du Nord au Nigeria. Dans la nuit de mardi au mercredi 6 juillet dernier, des explosifs lancés par deux hommes soupçonnés d'être des militants de la secte Boko Haram, désignés comme auteurs de cette attaque selon le gouvernement nigérien. Les autorités sur place affirment avoir capturé la plupart des évadés, mais environ 300 détenus sont toujours en cavale. Pour mettre fin à cette situation, le gouvernement du Nigeria a décidé de mener des enquêtes plus approfondies et de ramener la paix dans cette partie du pays en proie des attaques des groupements armés. Sport à présent, le FC Saint-Élol Popo a résilié le contrat avec l'entraîneur français Christian Braconi, qui lui n'a fait qu'une seule année à la tête de cette équipe, mais il a quand même réussi à qualifier plutôt le club louchois dans la Coupe de la CAF. Suivez ces reportages de Jonathan Mabika. Son aventure à la tête des cheminots n'aura duré qu'un an. L'entraîneur français et coach du FC Saint-Éloi Lupopo, Christian Braconi, ne fera plus partie du staff des jaunes et bleus dès l'entame de la saison prochaine. Une décision de l'administration Kabwila à l'issue de son seul exercice en championnat. L'homme de 61 ans avait pour objectif, de par son expérience, gagner le titre national de la Lina Foot. Il est expérimenté, il a évolué pendant plusieurs années au haut niveau, même si c'est sa première expérience en Afrique. Vous savez que lorsqu'on connaît, on connaît. Un objectif finalement pas atteint, puisque Lupopo a terminé à la 3e position au classement général, avec seulement une défaite en 19 matchs. Un résultat peu satisfaisant selon la direction du club, qui aura donc décidé de ne pas renouveler le contrat de son entraîneur. Le contraste reste un projet de jeu pas convaincant et sur le manque de développement réel de la culture de la gagne, malgré la pléthore et les arrivées à chaque fenêtre du mercato, mais également une incapacité à gérer les matchs, pour ne citer que cela. Arrivé au mois d'août 2021, Christian Braconi a tout de même permis aux cheminots de se qualifier en Coupe de la Confédération africaine de football, 7 ans après sa dernière participation qui remonte à 2016, une qualification célébrée par l'ensemble de l'équipe. Toujours en sport, CAF féminine Maroc 2022, la deuxième journée du groupe B a été morose pour la Tunisie qui a écopé d'un but à 0 et le Cameroun aussi a réussi à battre le Togo sur un score d'un but partout. Suivez encore François Emangué sur ces reportages. On attendait le Cameroun, mais c'est bien la Zambie qui fait la course en tête à l'issue de la deuxième journée du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2022. Les Copper Queens se sont emparés des commandes en arrachant la victoire dans les temps additionnels contre la Tunisie sur les scores de 1-0, alors qu'elles tenaient un point quasiment synonyme de qualification après leur victoire initiale face au Togo 4-1. Maintained that performance. Tembo with the long ball in here. And this time it's opportunity and happy headed. And it is the Copper Queens. Do not cut them out.
Les Aigles de Carthage dames ont craqué à la 94e minute de jeu sur les scores de 1-0, une réalisation d'Avel Chitundu et permet à la Zambie de valider son billet pour le quart de finale. Tandis que la Tunisie jouera son destin ce samedi face au Cameroun. Les Camerounaises vont de déception en déception après leur score inaugural de 0 but partout contre la Zambie. Un nouveau match nul a été concédé face au Togo sur les scores de 1 but partout. Afi Wodiko from 12 yards out. Wodiko goes good and Togo have a second goal at this tournament, but importantly they lead courtesy of the first Togolese woman to play professionally abroad. From the set piece, into the net it goes. Cameroon get to celebrate an equaliser courtesy of Estelle Johnson. Delivered toward the near post, goalkeeper a little flat-footed. Cameroon sneak in, Cameroon score. Days away from her 34th birthday. Les Cameroun a de nouveau manqué le réalisme en restant à la 3e place avec 2 points, derrière la Tunisie avec 3 points et la première place revient à la Zambie avec 4 points. Les Togo clôturent le classement avec 1 point. Madame, Messieurs, ce journal est terminé, mais avant de se quitter, voici les rappels des titres. La réouverture des frontières de Lufou est vivement saluée par la population congolaise. La lutte contre la torture en République démocratique du Congo a été au centre d'une table ronde organisée au ministère des Droits humains. Réaménagement des commandants à la tête des opérations au Nord Kivu. C'était un plaisir de vous servir, Madame, Messieurs. Restez fidèles à nos programmes. L'info reste en continu sur le www.canalstudiosatellitaire.com. Au revoir. Mes chers compatriotes, l'heure est grave.